Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de la politique de relance de la demande, et c'est la politique monétaire. Alors la politique monétaire, elle consiste de nos jours pour les autorités monétaires à contrôler la masse monétaire. Donc la masse monétaire, M sur P, alors la masse monétaire en fait c'est M, et M sur P c'est les encaisses réelles, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de la monnaie. Les autorités monétaires contrôlent la quantité de monnaie en circulation via le contrôle des taux d'intérêt. R, je mets taux d'intérêt, ça pourrait être I. Je ne fais pas la différence entre taux réel et taux monétaire pour l'instant, taux nominal et taux réel pour l'instant. Les autorités monétaires, via le contrôle des taux d'intérêt, contrôlent la quantité de monnaie en circulation. On ne va pas rentrer dans les détails de comment ça marche. Vous pouvez regarder sur internet les problèmes de création monétaire, comment ça fonctionne, comment la banque centrale notamment contrôle les taux planchers et taux plafonds sur le marché interbancaire. Contrôle le refinancement des banques, le coût du refinancement des banques, etc. pour justement contrôler la quantité de monnaie qui est créée par les banques via le contrôle du taux d'intérêt. La politique monétaire vise donc à faire baisser, si on veut une politique monétaire expansive, ou augmenter si on vise à faire une politique monétaire restrictive, le taux d'intérêt, de sorte à stimuler en partie l'investissement. Et ce faisant, si vous stimulez l'investissement, vous stimulez la demande globale. Donc si le taux d'intérêt baisse, immédiatement, on imagine que l'investissement augmente. Et si l'investissement augmente, je vous rappelle que la demande globale, c'est le revenu qui permet de répondre à la demande de consommation, d'investissement, les dépenses publiques, les commandes publiques aux entreprises privées, et le solde de la balance commerciale. Si vous baissez le taux d'intérêt, vous avez en fait deux effets. Pour schématiser, vous avez normalement un effet sur l'investissement qui va augmenter, puisque les projets d'investissement, même moins rentables, peuvent être effectués étant donné que le coût de l'endettement ou le coût d'opportunité de placement du capital est moindre. Et puis, vous avez aussi un effet sur les exportations, puisque la baisse du taux d'intérêt a tendance à baisser le taux de change et donc à rendre les exportations plus intéressantes. Donc, comme ici, ça c'est AD, comme ici, on a une augmentation de la demande globale, quel que soit le niveau de prix, on a bien un déplacement vers la droite de la fonction de demande globale liée à cette baisse du taux d'intérêt et donc à cette augmentation de l'investissement. L'augmentation de l'investissement a effectivement un effet multiplicateur puisque il augmente la demande globale, l'offre va y répondre, mais ce faisant va distribuer un revenu supplémentaire qui sera consommé, qui alimentera à nouveau à son tour la demande globale, qui stimulera les entreprises à augmenter l'offre, etc., 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 jusqu'au moment où l'effet multiplicateur se tarit. Si on prend un niveau de prix, eh bien, au lieu d'avoir ce niveau-là de quantité demandée par les individus, on a ces quantités-là. Et donc l'idée, c'est évidemment, si l'offre pouvait s'ajuster à ces quantités demandées-là, on se rapprocherait de plus en plus du plein emploi. Seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, plus on se rapproche du plein emploi, plus les prix augmentent. En fait, la rencontre entre l'offre et la demande se serait faite ici initialement, AD1, pour Y1. Donc on va effacer ce cas de figure-là, pour P1. Et l'augmentation de la demande globale de AD1 vers AD2, eh bien, fait augmenter effectivement les quantités produites par les entreprises, mais également les prix, puisque les entreprises, quand elles embauchent plus d'individus, sont obligées également, pour produire plus, elles sont obligées aussi d'augmenter un peu les prix, puisque les individus, essentiellement étant de moins en moins nombreux à être au chômage, puisqu'elles en embauchent de plus en plus, sont en position de force pour négocier leurs salaires. Et donc, la hausse des salaires se retrouve un peu sur les prix. Ce qui fait que, on aurait, si les prix n'avaient pas bougé, on aurait pu peut-être passer de Y1 à ici, à Y2, mais au final, à cause de l'augmentation des prix, c'est le même principe que tout à l'heure, on a un problème de hausse des prix, eh bien la hausse des prix va limiter la consommation à cause de l'effet de richesse, la baisse de la consommation et la baisse de l'investissement, puisque la hausse des prix a tendance à faire remonter le taux d'intérêt par effet rétroactif. On va se déplacer le long de la courbe AD2, et bien va limiter l'effet de relance et on va se situer plutôt ici en Y3. Donc on va passer au final de Y1 à Y3 et tout ça, eh bien, c'est le manque d'efficacité de la relance par la politique monétaire parce que on se retrouve le problème de l'augmentation des prix.
Et comme on disait dans la vidéo sur la relance budgétaire, si vous êtes plutôt classique ou néoclassique, vous avez tendance à penser, en tout cas à long terme, que la fonction d'offre est très verticale. Et donc effectivement, si on stimule par la relance, notamment monétaire, la demande globale, eh bien, il ne va y avoir que une augmentation des prix. Si l'offre ne peut pas augmenter parce qu'on est proche du plein emploi ou parce qu'il y a des problèmes liés à la structure de l'offre dans une économie qui fait qu'on ne peut pas facilement augmenter les quantités produites, toute augmentation de la masse monétaire, c'est-à-dire toute baisse du taux d'intérêt qui va avoir un effet sur l'augmentation de la masse monétaire, eh bien, va se retrouver uniquement dans l'augmentation des prix, c'est-à-dire dans l'augmentation, dans l'inflation. Et c'est ce que certains appellent la théorie quantitative de la monnaie. Donc ça, c'est le mécanisme vraiment le plus simple pour comprendre la politique monétaire. Évidemment, un autre facteur qui limite fortement l'impact de la politique monétaire, c'est le taux d'intérêt. Est-il vraiment dépendant du taux d'intérêt, l'investissement? Chez Keynes, par exemple, l'investissement dépend principalement des anticipations des entrepreneurs, de leurs esprits animaux. Et donc, même si le taux d'intérêt est faible, il se peut que l'investissement ne soit pas bon, n'augmente pas parce que les entrepreneurs considèrent qu'il y a des mauvaises anticipations sur l'avenir, changent leurs opinions sur le futur, et donc même si le taux d'intérêt est faible, finalement, la baisse du taux d'intérêt ou un taux d'intérêt faible n'aura pas d'effet incitatif sur l'investissement, et donc évidemment il y aurait un effet faible sur I, et donc vous auriez en fait un déplacement très faible de AD. Si jamais vous avez cette interprétation-là de l'investissement, si vous avez une baisse du taux d'intérêt, on passerait de ce qu'il y a en mauve à ce qu'il y a en jaune, on aurait une toute petite augmentation de AD. Si au contraire vous croyez que l'investissement est très 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 sensible au taux d'intérêt, alors dans ce cas-là on va être quelque chose plutôt bleuté, vous aurez une très très forte augmentation de AD. Une autre limite de la politique monétaire pourrait être le régime de change du pays. Si le pays est en change fixe par exemple, on va pas trop en parler, surtout que là, quand j'ai parlé de la baisse du taux d'intérêt avec l'effet sur le change et donc l'augmentation des exportations, par la baisse du change, on était implicitement en change flexible, ce qui est à peu près le cas pour les pays, enfin en tout cas pour les unions type Union Européenne, États-Unis, etc. Autre limite de la politique monétaire, c'est ce qu'on appelle la trappe à liquidité. C'est un mécanisme qui a été identifié par Keynes et qui nous explique que lorsque le taux d'intérêt atteint des niveaux très bas, les individus ne peuvent qu'anticiper sa remontée. On arriverait à un moment donné où on aurait quand même de plus en plus de mal à jouer sur ce taux d'intérêt, tellement il a déjà atteint des niveaux faibles. Donc ça, ce sont des mécanismes qui peuvent être grossièrement, on va dire, résumés par le phénomène de trappe à liquidité. Donc politique monétaire et politique budgétaire ont toutes pour but, conclusion, de permettre à la demande globale de se déplacer suffisamment de sorte à ce que on arrive ici vers ce niveau de plein emploi. Ici, ce niveau maximum, ce niveau total où on aura embauché tout le monde. Donc si on embauche tout le monde, on ne peut plus produire plus à court terme parce qu'on ne s'intéresse pas à l'effet du capital et du progrès technique. Le but de ces politiques de relance, c'est donc de permettre à ce qu'à un moment donné, AD, au fil des relances successives, approche effectivement ce revenu de plein emploi. Et effectivement, vous voyez immédiatement que plus vous relancez et vous essayez de vous rapprocher du plein emploi, et plus l'inflation a tendance à s'accélérer. C'est-à-dire que là, vous avez une augmentation de prix, mais vous voyez, du fait de la forme de cette courbe AS, de cette courbe d'offre, plus vous décalez la demande globale, plus vous essayez de faire en sorte que le revenu d'équilibre soit fort, et plus les entreprises vont aussi être obligées d'augmenter les prix. Et donc, vous avez ce qu'on appelle l'arbitrage entre inflation et chômage. C'est-à-dire que si vous voulez moins de chômage, c'est-à-dire vous rapprocher par ici, vous allez être obligé de tolérer plus d'inflation, et une inflation qui s'accélère. Et effectivement, à un moment donné, si vous voulez
Moins d'inflation parce que l'inflation c'est compliqué à gérer, surtout quand elle atteint des niveaux au-delà d'un certain seuil, ça devient très compliqué à gérer. Eh bien, il faut ralentir dans ce cas-là la croissance économique, la progression économique, et dans ce cas-là, peut-être même faire des politiques de stop, ce qu'on appelle les politiques de stop and go. Donc go, c'est quand vous relancez, stop, c'est quand vous arrêtez. Et la politique de restrictive, de stop, viserait justement à baisser la demande globale de sorte à apaiser ce qu'on appelle les tensions inflationnistes.